Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo consacrée entièrement à l'incompétence de l'association Code Animal. Comme vous l'avez vu lors de la première vidéo, on a déjà un certain nombre de points qui sont complètement incohérents, pas du tout travaillés, le sujet n'est pas maîtrisé, mais rassurez-vous, dans le reste de son discours, il y a encore énormément d'incohérences et on va revenir dessus ensemble. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne sais pas. Donc, on ne sait pas trop. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais avant de voir la suite de cette vidéo, on va revenir sur un petit point que j'ai légèrement survolé la semaine dernière, mais qui mérite qu'on s'y attarde un peu plus. En effet, depuis la dernière vidéo, j'ai pu discuter avec plusieurs directeurs, responsables de zoo, mais aussi des soigneurs. J'ai découvert qu'elle s'est énormément trompée sur un point. Parmi les zoos, on a majoritairement des structures privées qui appartiennent à des entreprises privées. On a 3 zoos publics payés par les impôts en France. La Ménagerie de Paris, le zoo de Vincennes et la Haute-Touche. En réalité, des parcs zoologiques publics, il y en a des dizaines en France. Encore une fois, on peut voir qu'elle n'a pas du tout travaillé son sujet, et on peut voir qu'elle est complètement ignorante sur la question. Quasiment tous les parcs zoologiques des grandes villes sont en réalité publics. On peut citer parmi eux Lille, Lyon, Montpellier, Besançon, Nice, Amiens. Où on sait que ces structures-là sont en déficit. C'est-à-dire que le business model zoo ne fonctionne pas sur le public qui est touché par ces structures-là. En fait, on ne peut pas parler de business model, de rentabilité ou non dans les zoos dits publics. Contrairement aux parcs animaliers privés, ils ont un financement qui est complètement différent. En réalité, la collectivité va verser et attribuer un budget en début d'année, un budget de quelques dizaines de milliers d'euros. Alors forcément, ça va dépendre de la taille de la structure, de la taille de la collectivité. Mais ce budget ne dépend absolument pas du nombre d'entrées que le parc va faire. Le budget est alloué, point. Si le parc zoologique a 100 000 euros, il a 100 000 euros pour toute son année, point barre. Il n'y aura pas de nouvelle attribution avant la fin de l'année ou quoi que ce soit. C'est au directeur du zoo de faire en sorte de respecter cette enveloppe globale. Vous allez me dire, oui, mais le prix des billets. Eh bien, le prix des billets d'entrée est entièrement reversé au trésor public. Les parcs zoologiques publics ne réalisent donc aucun bénéfice. L'intégralité des billets d'entrée est reversée directement à l'État. Concernant les financements de projets de conservation, ils sont effectués par les biais de la FDPZ. En effet, la quasi-totalité des zoos publics est adhérente de la FDPZ. Nous, chez Code Animal, on a une campagne qui vise à les transformer en structures d'accueil. On pourra peut-être y revenir plus tard. Alors beaucoup vont se demander pourquoi les communes vont investir dans des parcs zoologiques qui ne leur apportent rien ou pas grand-chose. Alors la réponse est assez simple. En réalité, la plupart de ces collectivités utilisent les parcs zoologiques comme des espèces de vitrines. Ils les mettent en avant pour attirer des touristes qui vont faire fonctionner toute l'économie locale. En effet, un parc zoologique permet d'attirer énormément de monde et ainsi de créer une certaine économie parallèle. Pour prendre conscience de l'ampleur du phénomène, je vous invite à vous documenter un petit peu sur Tropicalia, le projet la plus grande serre tropicale du monde qui va bientôt être construite sur la commune de Berck-sur-Mer. En effet, dès le début de ce projet, ils ont énormément travaillé sur l'impact que leur serre va avoir sur l'environnement global, et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Le parc zoologique va certes créer des emplois directs, mais il va permettre de financer aussi en partie au moins 1500 emplois sur le département du Pas-de-Calais. Mais voilà, donc faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des zoos, c'est privé. Le business de la conservation, c'est privé. En 6e extinction de masse. Alors on va également revenir sur un deuxième point que je n'ai pas suffisamment abordé. Alors c'est une question naïve, mais qu'est-ce qui vous pose problème avec les zoos? Plusieurs choses. Déjà, le fait qu'on vole la liberté des animaux sauvages pour le simple divertissement des humains. Alors comme je l'avais déjà dit lors de la précédente vidéo, il faut savoir que la majorité des animaux qui sont présents dans les parcs zoologiques sont des animaux issus d'élevage. Il y a juste une petite exception et elle va jouer absolument là-dessus, sur les animaux marins en fait. La plupart des poissons, eux, sont collectés directement dans la nature. Alors forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas décider d'aller pêcher n'importe quel poisson n'importe quand. Il faut des autorisations. Et ces autorisations, elles sont données pour un très petit nombre d'individus. Je pense qu'au XXIe siècle, on est tous un petit peu pareil, on essaye au maximum de préserver notre environnement, la nature qui nous entoure, et on a tous en général une bonne vision de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Économiquement, ça représente quoi en termes d'emploi, pour donner une idée? Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en France, les zoos, comme impact économique? Non, parce qu'encore une fois, c'est des entreprises privées. Je suis pas sûre que les pouvoirs publics aient un regard global sur cette activité-là.
Donc, on ne sait pas exactement combien de gens travaillent dans les zoos, combien il y a de zoos en France toujours. Après, ils font beaucoup appel à des saisonniers dans les restaurants, ce genre de choses. Donc, en fait, on ne sait pas exactement quel serait l'impact d'une fermeture potentielle. Donc sa réponse à la question était logique, puisqu'elle ne connaît pas le nombre de zoos qu'il y a en France, on se doutait bien qu'elle ne trouverait pas le nombre d'employés qui seraient impactés par les mesures de cette loi. Alors j'ai fait quelques recherches, et ce qu'elle n'a pas réussi à trouver en plusieurs mois, j'ai réussi à le trouver en moins de 5 minutes. Selon la FDPZ, les parcs zoologiques en France comptent entre 40 et 70 employés à l'année, et les effectifs sont multipliés à peu près par 1,5 en saison. Sachant qu'on a réussi à trouver qu'il y avait 295 zoos, si on fait une moyenne à 50 salariés, on arrive à peu près à 15 000 emplois en France à l'année, et en pleine saison, on atteint à peu près 22 000 emplois. Alors forcément, il y a des exceptions, il y a des plus gros zoos qui emploient beaucoup plus de monde, mais je ne les ai pas comptés dans mes chiffres volontairement. On peut parler notamment de Beauval, qui emploie 450 personnes à l'année, et qui a un effectif qui arrive à monter à 1100 personnes en pleine saison. Alors ici, on ne parle bien que des emplois directs. Alors comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, tous les parcs zoologiques génèrent des emplois indirects. On peut parler notamment des hôtels, des restaurants alentours qui vont devoir embaucher pour pouvoir nourrir, loger les touristes qui viennent visiter le parc. Alors pour tous ces emplois indirects, c'est difficile de les chiffrer et on ne peut pas attribuer entièrement le succès d'un restaurant grâce à un parc zoologique, mais on sait qu'ils y contribuent et c'est ça l'important. Cette loi va détruire des emplois. D'où viennent les animaux dans les zoos? Est-ce qu'il y a encore des captures sauvages in situ en Afrique, enfin dans les grands biotopes mondiaux? Ou est-ce que c'est des animaux qui se reproduisent majoritairement en captivité? On a différentes choses sur les espèces dites emblématiques et charismatiques, dont les os se servent pour attirer le public, genre les grands félins, les éléphants, tout ça. Là, on a quand même de la reproduction en captivité. Après, sur des espèces qui sont un peu moins glamour et pas du tout protégées à échelle internationale, comme les reptiles ou les crocodiles ou ce genre de choses, là, on peut avoir une capture in situ. Bon alors là, le premier truc qu'elle nous dit qui est super intéressant, c'est que les reptiles ne sont pas protégés au niveau international. Elle a dû se tromper de planète. D'une part, elle parle des reptiles comme s'il s'agissait d'une seule espèce. Bon, elle nous a déjà fait la blague une fois avec les serpents, mais là, elle ne fait aucune distinction entre le reptile qui est très commun, comme le serpent des blés, ou un dragon de Komodo qui est passé depuis 3 ans maintenant en danger critique d'extinction. Alors, je suis au regret de lui dire encore une fois, elle s'est encore trompée. Il y a plusieurs reptiles qui sont en danger critique d'extinction, qui ont des lois qui les protègent. Beaucoup d'espèces sont en voie de disparition. D'ailleurs, depuis quelques années, de nombreux scientifiques se penchent sur la question et ils sont en train de tirer la sonnette d'alarme et ils affirment que la plupart des reptiles sont en danger d'extinction. En effet, comme ils sont plus bas de la chaîne alimentaire, juste après les insectes, ils vont souffrir davantage de tous les problèmes environnementaux, au même titre que ceux-ci. Je ne vais donc pas énumérer les différents statuts de protection qui existent pour des reptiles, mais on peut en citer quelques-uns. On a, comme je le disais juste avant, le dragon de Komodo, on a aussi l'iguane marin qui a des statuts de protection, on a aussi la tortue sillonnée qui est en danger critique d'extinction, on a aussi le gavial du Grange par exemple qui a d'excellents statuts de protection, et la liste est encore longue. Donc encore une fois, elle s'est trompée, elle ne s'est pas assez documentée, elle n'a pas assez travaillé son sujet. Voici l'un des 7 bébés nés à la mi-juin, en parfaite santé. Un petit miracle, car cette espèce de crocodile, le faux gavial, est quasiment éteinte en Afrique de l'Ouest. La prodigieuse progéniture va permettre de renouveler l'espèce sur le plan génétique. C'est un vrai espoir que cette population captive puisse sauver toute l'espèce en étant réintroduite peut-être dans 5-10 ans. À Beauval, le carnet rose du vivarium est bien rempli. Les naissances sont très nombreuses à Beauval, jusqu'à une centaine certaines années. La plupart des individus partiront dans d'autres parcs pour éviter la consanguinité. Donc vous voyez, je ne l'invente pas, les parcs zoologiques reproduisent bien les reptiles en captivité. Il faut savoir aussi que certains parcs zoologiques se fournissent directement chez des éleveurs professionnels pour avoir des serpents ou des lézards un petit peu plus communs, comme des serpents des blés, des boa constrictors, etc. Généralement, les parcs zoologiques vont plutôt se concentrer sur la reproduction d'animaux menacés ou en danger. Philosophiquement, on est contre toute forme de captivité des animaux sauvages pour le divertissement. Philosophiquement, nous sommes contre toute forme de captivité. Alors je trouve cette phrase excellente, surtout pour quelqu'un qui prône la vie en sanctuaire des animaux et qui sauve les animaux de parcs zoologiques et de cirques pour les envoyer directement dans des centres à AP qui ne sont ni plus ni moins que des zoos exigus. Je vous mets d'ailleurs quelques petites photos pour vous montrer que je ne mens pas. Ce sont des photos prises directement sur le site internet de l'AAP des Pays-Bas.
Donc à partir du moment où dans un business model, on utilise un animal pour se faire de l'argent, accueillir du public et pas du tout et faire même de la reproduction et pas du tout avoir un impact positif sur la conservation in situ, on se positionne contre. Et elle dit que les parcs zoologiques ne font rien ou presque pour la conservation. Je vais vous parler de quelqu'un, ou plutôt d'une association, l'association Kalawait. Alors c'est une association qui fait un excellent travail, notamment en Indonésie, pour sauver et tenter de réintroduire des gibbons. Kalawait, c'est une association que Code Animal connaît extrêmement bien. Ils ont plusieurs fois échangé ensemble. D'ailleurs, sur leur page Facebook, on peut voir plusieurs fois Shani, le président de Kalawait, avec un des membres de l'association Code Animal. Afin de comprendre qui finance l'association Kalawait, je vous propose d'écouter directement le président de cette association. Je tiens aussi à préciser que Kalawait a toujours été financé, ou quasiment toujours été financé par des parcs zoologiques, et certaines années à plus de 20%, notamment lors des premiers achats de terrain pour créer des réserves. Mais cela sans aucune, et je dis bien aucune, contrepartie. Vous pouvez le voir, cette association qui œuvre pour la conservation de la nature est financée jusqu'à 20% par des parcs zoologiques. Le reste de ce budget peut être complété par des dons qui sont effectués par des personnes lorsque Shani, le président de cette association, fait des conférences dans les parcs zoologiques eux-mêmes. Il y a 2 ans, on a été par exemple en Sierra Leone, au sanctuaire de chimpanzés Takugama, qui fait quand même pas mal de conservation autour du chimpanzé et qui a réussi à mettre le chimpanzé en tant qu'animal un peu totem du pays pour la conservation du pays, des chimpanzés dans le pays en Sierra Leone. Et on s'est rendu compte que finalement, l'impact, en tout cas les zoos, ne donnaient pas énorme à Takugama, au sanctuaire. Et c'était vraiment le sanctuaire qui travaillait tout seul un peu dans son coin avec d'autres sanctuaires aux alentours. Bon, alors moi je ne suis pas allé en Sierra Leone, donc je ne sais pas vraiment ce qu'est Takugama. J'ai tapé simplement Takugama sur Google, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai tapé Takugama chimpanzé sur Google, et là jackpot. J'ai découvert qu'en fait le sanctuaire Takugama est un groupement de 4 sanctuaires. Ce groupement s'appelle le Centre de conservation des chimpanzés. Je suis allé sur leur site, j'ai trouvé le rapport annuel de 2018, l'année où Code Animal est allé en Sierra Leone. Je vous laisse deviner ce qui est indiqué. Alors comme toutes les associations qui font les choses bien, on peut voir l'ensemble des partenaires sur leur site internet, ainsi qu'avoir accès aux comptes et au budget de l'association. Alors les 3 premières lignes représentent des associations ou fondations animalistes. Elles interviennent à hauteur de 70 000 €. Ensuite, on a la fondation Le Pal Nature, qui est un zoo, le zoo de la Flèche, bien connu pour l'émission sur France 4, l'association Ecophone, qui est également un parc zoologique, Boissière-Mervan Conservation, qui fait partie aussi d'un zoo, le parc Merveilleux Bettembourg, qui est aussi un parc zoologique, et pour finir, l'association Projet Primates France, qui met en relation les différents partenaires financiers pour mettre en place des projets de conservation. Cette association est elle aussi en partie financée par les parcs zoologiques. L'année dernière, on était aussi au Costa Rica. On a été voir quelqu'un qui faisait de l'élevage pour la réintroduction de haras. On ne peut vraiment pas dire qu'elle est douée. Ça fait 40 minutes qu'elle nous bassine à nous dire que les projets d'élevage ne sont pas viables pour des réintroductions, et là elle nous dit qu'elle a été en voyage l'année dernière au Costa Rica pour visiter un élevage qui relâche des perroquets. Les perroquets. Et on s'est rendu compte aussi que lui fonctionnait très bien aussi sans les zoos. Et qu'il avait une idée un peu négative des zoos. En tout cas, qu'il les portait pas sur un piédestal comme les zoos eux-mêmes se mettent sur un piédestal. Bon, alors moi je ne suis pas allé au Costa Rica, par contre je suis allé dans un parc zoologique il y a très peu de temps. Proche de la région parisienne, il s'agit de Parrot World. Alors comme son nom l'indique, c'est un parc qui est principalement dédié aux perroquets, et on peut y voir que la Parrot Fondation permet de financer des projets de réintroduction de perroquets. Parmi eux, j'ai entendu parler de Hara Monzalino. Il s'agit justement de l'élevage que Code Animal a été visité l'année dernière. L'ensemble des volières de cet élevage se trouve à l'ouest du Costa Rica, à Punta Islata. Ils élèvent et tentent de réintroduire 2 espèces de perroquets, le hara macao qu'on connaît tous et le hara de Buffon, du nom du célèbre naturaliste français. Je ne dénigre pas du tout l'intention de ces personnes, je trouve qu'elles font un travail tout à fait remarquable. Et c'est important de le souligner, elles tentent de réparer les erreurs qu'ont commises certains humains en essayant de capturer ces animaux. Mon but est de vous montrer que le monde de la captivité apporte beaucoup à ce genre de projet, que ce soit les zoos ou les éleveurs particuliers. Je me suis donc rendu sur le site internet à la recherche des partenaires. Et devinez qui j'ai trouvé.
le groupe Harry. Cette entreprise est une filiale du groupe Hagen. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les leaders mondiaux du monde de la captivité animale. Pour citer quelques-unes de leurs entreprises, on peut citer Marina, Exoterra, Zoé, Laguna, Vision, Zeus. Donc encore une fois, Code Animal s'est mal renseigné. Comme je vous le disais un peu plus tôt, on peut voir que le parc zoologique Parrot World, par le biais de sa fondation, a financé une volière de presque 300 mètres carrés. Ça m'étonnerait donc très fortement que le Hara Project de Punta Islata dénigre à ce point les parcs zoologiques. Je tiens également à préciser que le Zoo des Sables d'Olonne soutient un projet similaire sur la même espèce, et que grâce à eux, 6 haras de Buffon ont pu rejoindre la liberté. Alors vous avez eu des actions notamment pour fermer le zoo de Strasbourg. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez mené comme action? Alors sur Strasbourg, c'est un zoo, pour redonner un peu le contexte, c'est un zoo public. Enfin, le zoo, la structure est publique, donc financée par la mairie de Strasbourg. Et les animaux appartiennent à une association, l'association des Amis du Zoo, qui elle est un peu privée, quoi. Bon, ce n'est pas comme si, il y a à peine 20 minutes, elle nous a dit qu'il n'y avait que 3 zoos publics en France. Elle ne maîtrise absolument pas le sujet. J'ai l'impression que ça ne sert à rien de le prouver. Elle le démontre par elle-même. Donc, on a réussi au dernier conseil municipal en mai à arrêter la subvention de la mairie qui entretenait les cages et tout ça du zoo. Que dire de plus? Elle nous dit que la structure était vieillissante, que les enclos n'étaient plus aux normes. Et la meilleure solution face à ça, c'est de couper toutes les subventions et ainsi de ne pas permettre aux zoos de pouvoir réinvestir et améliorer le confort des animaux. C'est quand même incroyable. Il fallait peut-être réagir dans l'autre sens, non? Et on est en train de voir justement avec la mairie pour essayer de replacer les animaux avec l'association des Amis du Zoo pour replacer les animaux dans les structures d'accueil. En fait, pour ce parc zoologique, comme pour la loi qui vient de passer, il n'y a absolument rien qui a été anticipé. D'abord, on coupe les subventions, d'abord, on met en place des mesures qui vont pénaliser tout le monde, et ensuite seulement, on essaye de trouver des solutions pour les animaux. J'ai l'impression qu'il est un petit peu tard. Il me semble qu'il aurait été plus judicieux d'abord d'essayer de replacer les animaux, et ensuite de couper progressivement les subventions qui allaient à ce parc zoologique. C'est un peu une question de bon sens, non? Donc voilà, on en est. J'espère que ça va se faire assez rapidement. Donc on va voir un peu avec la mairie comment on se dépatouille un peu ce dossier-là pour vraiment donner une seconde chance à ces animaux et une nouvelle vie à ces animaux. Alors franchement, oui, moi aussi, j'espère que ça va aller vite. Le bien-être des animaux est en jeu. J'ai l'impression que l'association Code Animal n'avait pas du tout anticipé les problèmes. On a d'abord coupé les subventions, ensuite on fout les animaux et tous les soigneurs par la même occasion dans la merde, et ensuite seulement on essaye de trouver une solution avec la mairie. Enfin, on demande à la mairie de trouver une solution. Justement, quel est l'état de l'opinion publique par rapport à ces interdictions des zoos, des cirques? Est-ce que les Français cautionnent les zoos et les cirques ou est-ce qu'ils veulent globalement que ça s'arrête? Par rapport aux zoos, c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Nous, on n'a pas vraiment enrayé trop là-dessus parce qu'on voulait d'abord finir notre travail sur les cirques. Donc on va commencer un peu à avancer sur ce sujet-là, je pense, l'année prochaine, et commander des enquêtes d'opinion pour savoir comment les gens se positionnent. Après, on sait que les spectacles dans les zoos, par exemple, c'est quelque chose qui est aussi rejeté de la part des Français. Mais on n'a pas encore vraiment d'enquête pour le prouver, quoi. Comme c'est si bien dit, l'association Code Animal n'a pas encore d'enquête pour prouver ses dires. Alors je n'ai pas envie d'être vulgaire, mais quand tu ne sais pas de quoi tu parles, quand tu ne sais pas ce que les Français pensent, tu ne parles pas en leur nom. Tu la fermes, tout simplement. Si les Français dénigraient à ce point les zoos, comment se fait-il qu'autant de visiteurs se rendent dans les parcs chaque année? Alors il y a un autre point à souligner. Quand elle dit on voulait d'abord terminer notre travail sur les cirques, il a été commencé ce travail ou... Non, parce que tu ne sais pas combien il y a de cirques en France, tu ne sais pas combien il y a d'animaux qui sont concernés, tu ne sais pas non plus combien d'emplois sont concernés. En réalité, vous ne savez pas grand-chose. Donc, le travail n'était même pas commencé. Il ne faut pas dire que vous vouliez le terminer. Globalement, dans les zoos, les cirques et les delphinariums, la mortalité elle est bien plus importante que dans les milieux naturels? Ça dépend vraiment des espèces. Il faudrait vraiment avoir une étude par espèce et par individu dans le milieu naturel et en captivité pour répondre à cette question, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Pour nous, c'est pas vraiment un critère de savoir si c'est bien ou pas la longévité dans la captivité, quoi. Alors forcément, si la longévité n'est pas importante à vos yeux, on comprend un petit peu votre façon de penser.
Effectivement, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement avec le zoo de Strasbourg. Vous avez menacé de mort des centaines d'animaux et vous le faites également avec tous les NAC de France actuellement, tous les animaux de cirque et bientôt tous les animaux de zoo. Donc effectivement, vous n'en avez rien à foutre de la longévité des animaux. Donc les grosses avancées, c'est l'interdiction de tous les animaux sauvages dans les cirques itinérants en France. Donc ça, c'est une avancée majeure. Donc interdiction de présentation au public dans 7 ans. Ça peut sembler être un délai long dans l'opinion publique, mais par contre, nous, ça va nous aider à replacer les animaux dans les structures d'accueil pour leur permettre d'avoir une fin de vie paisible. Alors non, clairement, 7 ans, c'est vraiment pas beaucoup et je suis certain que vous n'arriverez pas à recaser tous les animaux. Ce qui va réellement se passer, c'est que dans 5 ou 6 ans, on va se rendre compte que ce n'est pas faisable et on va commencer à procéder à des euthanasies de masse. C'est simplement ce qui va se passer. Comme tu l'as dit, tu ne sais pas combien de structures sont concernées, tu ne sais pas combien d'animaux sont concernés, tu ne peux donc pas prévoir de budget en conséquence. Alors moi, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé quelques articles intéressants, notamment celui d'une éthologue animaliste qui est dans ton camp, mais qui parle plutôt de 820 à 850 fauves présents dans les cirques en France. Pour information, nourrir et soigner un fauve en captivité, ça a un coût qui n'est pas négligeable. Actuellement, les circassiens gagnent de l'argent avec leurs animaux, ce qui permet de les nourrir, de les soigner. Mais demain, s'ils sont dans un sanctuaire, où vas-tu trouver cet argent? Vous allez demander des subventions? Alors moi, je suis un petit peu curieux et j'ai décidé de faire quelques recherches pour savoir combien coûtait exactement un fauve à l'année. Alors j'ai trouvé l'information sur le site internet de l'éthologue animaliste avec laquelle Alexandra Morette a pu travailler durant les groupes de parole au sein du gouvernement. Et j'ai également pu confirmer l'information sur le site de la FDPZ qui annonce le coût d'entretien annuel pour un lion entre 10 et 12 000 euros. Du côté des cirques, on est plutôt sur un coût qui tourne aux alentours de 30 000 euros à l'année. Ça peut facilement s'expliquer par la présence des vétérinaires dans les zoos alors que les cirques, eux, doivent faire appel à un vétérinaire spécialisé qui facture forcément ses honoraires. Alors je ne vais pas faire des recherches pour tous les animaux qui sont concernés dans les cirques, mais effectivement il y en a beaucoup. On a quelques éléphants, on a pas mal de chameaux, de dromadaires, on peut rencontrer aussi parfois des autruches. Et ici, rien que sur la question des fauves, on se rend compte que c'est complètement irréalisable. On parle donc de 820 fauves qui représentent un coût annuel d'au minimum 15 000 euros. En comptant rapidement, ça nous fait au minimum 15 millions d'euros à l'année rien que pour cela. En sachant qu'ils vont vivre entre 20 et 30 ans, ça va représenter un sacré pactole. Qui est-ce qui va le payer? Est-ce que c'est le contribuable? Et encore, dans ces dépenses, je ne compte pas du tout le coût de création des structures. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais Elephant Haven, juste pour un éléphant, ont déjà dépensé 800 000 euros sans les frais d'entretien de celui-ci. J'ai tourné cette vidéo déjà il y a une dizaine de jours et entre-temps, la chaîne YouTube Mon Petit Python a publié une excellente vidéo sur le sujet. Je vous invite vivement à aller la regarder, il a interviewé des circassiens qui sont directement concernés et qui ont des informations plutôt intéressantes. Interdiction aussi des animaux sauvages dans les divertissements à la télé. Donc normalement, dans 2 ans, il n'y a plus de Fort Boyard. Donc là aussi, on est quand même pas mal contents. Donc l'éthique de Fort Boyard, c'est fini. Ouais, c'est fini. Alors je ne vais pas vanter le mérite de Fort Boyard, qui aide des dizaines d'associations chaque année en France, mais elle est au courant que l'éthique de Fort Boyard ne reste pas toute l'année dans le fort? En réalité, ils appartiennent au Puy du Fou. Alors en gros, qu'ils aient le droit de participer à Fort Boyard ou non, franchement, ça ne va pas changer leur vie. Interdiction des delphinariums dans 5 ans aussi. Et du coup, elle s'est posé la question de ce qu'on va faire des dauphins ou des orques qui sont concernés. On les relâche dans leur milieu naturel, dans la mer? Ils vont avoir une espérance de vie de combien? Ce sont des animaux qui ne savent pas chasser, qui ne vont pas savoir se nourrir. Alors je suis complètement d'accord, leur vie en captivité est une vraie souffrance. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Là, on les condamne directement à mort. Ça va se passer comme au parc Astérix il y a quelque temps. On va simplement les euthanasier. Mais c'est vrai, à Code Animal, ça, on s'en fout, de la longévité des animaux. Le tout, c'est qu'ils soient heureux. Interdiction des montreurs d'ours et de loups dans 2 ans. Donc les fêtes médiévales, tout ça, c'est fini. Qui utilisaient des ours, des loups, des faucons, ce genre de choses, c'est fini aussi. Alors oui, ce sont des prédateurs, mais ils sont très attachés à leurs dresseurs, et la plupart d'entre eux s'en occupent correctement. Donc après cette loi justement qui consacre pas mal de vos demandes, quels sont les combats importants qui vous restent à mener, notamment sur les zoos?
Sur les zoos, on aimerait l'interdiction des spectacles, parce qu'aujourd'hui, on considère que les animaux sauvages n'ont pas à se donner en spectacle, enfin, à avoir des numéros en fait devant un public. Voir une otarie ramasser une bouteille en plastique et l'acheter à la poubelle à votre place, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Bon, à moins d'être complètement con, c'est assez facile de comprendre l'intérêt. Chaque année, des dizaines d'otaries meurent dans la nature à cause du plastique. Des otaries, mais aussi d'autres animaux. Les parcs zoologiques utilisent l'intelligence des otaries et leur faculté à exécuter un exercice afin de sensibiliser le public. Et après, nous, on a toute notre campagne sur les animaux sauvages chez les particuliers et la mise en application de la liste positive avec le ministère de l'écologie pour essayer en fait de réglementer le marché des NAC quoi, sur différents critères. On va être complètement honnête, le marché des NAC était déjà réglementé. Les lois étaient déjà nombreuses, qu'elles soient françaises ou internationales, et une multitude de textes prévenaient déjà des éventuelles dérives. On va parler des sanctuaires. Quelle est l'importance des sanctuaires d'animaux? Est-ce que c'est appelé à se développer? Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais en avancée majeure, on a aussi ça. Nous, Code Animal, on a réussi à créer un cadre juridique autour de ces notions. Donc, structure d'accueil, faune sauvage exotique, soit sanctuaire, soit refuge. Donc qu'est-ce que la différence entre des sanctuaires, des refuges? Un refuge, c'est quelque chose de temporaire. Donc, par exemple, vous avez une saisie des douanes, comme on peut avoir, ou un trafic démantelé par la gendarmerie nationale, ou ce genre de choses, où en fait, on a une saisie d'animaux, et il nous faut un endroit temporaire où les stocker. Bon, alors déjà, elle veut que tous les animaux et les humains soient totalement égaux, et là, elle est en train de parler des animaux comme si c'était de la marchandise. Alors, je vais vous apprendre un grand scoop. On n'a pas attendu 2021 et Alexandra Morette pour replacer des animaux qui venaient de saisie. Ça fait des années qu'on procède ainsi, c'est toujours des capacitaires qui ont la garde des animaux en saisie. Que ce soit des parcs zoologiques ou des particuliers capacitaires. Quelqu'un qui dépassait les quotas, qui avait par exemple 25 caméléons, il se les faisait saisir, et ils étaient confiés à un ou plusieurs capacitaires. Pour les mettre quelque part. Et avoir aussi un suivi sanitaire sur le refuge avant de les transférer dans une structure qui est permanente. Donc là, le sanctuaire. Donc le sanctuaire, c'est une structure vraiment type maison de retraite pour les animaux sauvages, où on est vraiment dans une structure permanente où normalement les animaux ne bougeront plus du sanctuaire, quoi. Donc elle est en train de reprocher au cirque de faire voyager des animaux d'un centre à l'autre, et là c'est un petit peu ce qu'elle propose. Elle nous propose de mettre des animaux dans un refuge, qui vont peut-être aller dans un autre refuge, dans un autre refuge, et encore dans un autre refuge, avant de finir leur vie dans un sanctuaire. Elle est complètement ridicule, elle dit toujours tout et son inverse. Donc en fait, si on réintroduit des animaux, il faut s'assurer aussi que les niches écologiques, l'habitat naturel des animaux soient préservés et qu'il n'y ait pas de problème aussi avec les humains, ce qu'on appelle les conflits humain-animal. Donc c'est très compliqué en fait finalement de réintroduire un animal dans le milieu naturel. Et c'est pour ça en fait qu'on a besoin de structures d'accueil pour tous les animaux des cirques, notamment, pour pouvoir les replacer en fait et pas avoir recours à une euthanasie massive, ce qu'on réfute complètement, quoi. Donc comme je vous le disais, elle dit toujours tout et son inverse. Son projet de base, c'est qu'il n'y ait plus d'animaux en captivité. Là, elle est en train de dire qu'on ne peut pas les relâcher dans la nature, donc qu'il faut les mettre en sanctuaire, donc en captivité. J'ai simplement quelques petites questions sur la notion de sanctuaire. Comment les finance-t-on? Aujourd'hui, ils n'existent pas ou presque pas. On l'a vu, il y a 2 centres AAP, un aux Pays-Bas, un en Espagne, qui ne soignent quasiment que des primates et quelques félins. On a aussi depuis très récemment le seul sanctuaire européen pour les éléphants, qui n'accueille pour le moment qu'un seul éléphant et qui ne pourra à terme n'en accueillir que 4. Alors ma question est la suivante, comment finance-t-on ces sanctuaires? On ne parle pas de quelques centaines d'animaux, on parle plusieurs milliers, voire plusieurs millions d'animaux, parce que le problème le plus urgent pour l'instant, ce sont les cirques. Et dans très peu de temps, ça va être beaucoup de NAC. Des milliers, des millions. Dans quelques années, ça sera sûrement les zoos également. Comment va-t-on faire? On va se servir de l'argent public, alors qu'actuellement, les structures arrivent à s'occuper de leurs animaux? Alors autant je suis complètement d'accord, on pourrait encore durcir un petit peu les lois, pour permettre de meilleures conditions de vie simplement aux animaux, des enclos plus grands, plus adaptés. Ça, c'est possible, c'est faisable. Mais là, ce que Code Animal propose, c'est irréalisable. Ça va coûter des millions d'euros à la société,
Ça va créer énormément de chômage. Est-ce que vous avez des exemples de sanctuaires qui ont ouvert récemment? Oui, alors au niveau des structures d'accueil, donc on va rassembler structures d'accueil, sanctuaires et refuges. On a Elephant Heaven, par exemple, qui est dans le Limousin et qui est le premier sanctuaire qui prend en charge les éléphants des cirques. Donc là, des cirques ou des zoos d'ailleurs. Donc là, ils ont eu leur premier éléphant, Gandhi, qui vient du zoo de Pont-Scorff, célèbre pour toute l'opération Rewild. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Rewild, c'est simplement la plus grosse catastrophe antispéciste qu'il y a eu récemment. Ce sont simplement des écolos véganes absolument contre la captivité qui ont eu la merveilleuse idée de racheter un zoo pour relâcher les animaux dans la nature. Alors forcément, ça a été le plus gros désastre qu'il ne puisse y avoir. En seulement 10 jours, un rhinocéros est mort. Rapidement, des dizaines d'animaux ont trouvé la mort également. Ils n'ont jamais réussi à relâcher un seul animal. Ils ont créé 1,5 million de dettes sur ce zoo, donc il a été mis en liquidation judiciaire. Il y a eu également un gros scandale sur des lycaons. Ils les ont laissés se reproduire de façon complètement anarchique, ce qui fait qu'il y a eu des quantités de jeunes phénoménales. Ils n'ont pas eu assez d'argent pour les nourrir. La plupart sont morts. Quelques-uns ont survécu, mais tous les survivants avaient de gros troubles et de gros déficits, notamment des troubles de la vision. Certains étaient même complètement aveugles. Et pour se sortir de la situation, la meilleure idée qu'ils aient eue, ça a été de faire une cagnotte litchi simplement pour relâcher ces lycaons aveugles dans la nature. Vous comprenez là le côté ridicule de ce genre d'opération. Donc il reste encore 3 places d'éléphants dans ce sanctuaire. Un énorme champ, une énorme forêt où il y a Où les éléphants peuvent aller. Alors on est bien d'accord que ça reste de la captivité et que ce sera jamais à la hauteur des milieux naturels et de la complexité des milieux naturels. Alors qu'on soit bien d'accord, quand on parle d'un énorme champ et d'une énorme forêt, il s'agit en réalité d'un enclos à éléphants comme les autres. Alors ce magnifique sanctuaire, qui ne ressemble pas du tout à un zoo, dans lequel l'éléphant ne se sent pas du tout en captivité, a coûté la ronde somme de 800 000 €. Alors dans ce budget, il n'y a que la structure. On ne compte pas les frais vétérinaires, les frais d'alimentation, etc. Et ici, on ne parle que d'un seul éléphant pour le moment. Je me suis quand même demandé pourquoi ce sanctuaire ressemble tellement à un zoo. Et en réalité, les deux fondateurs sont d'anciens soigneurs de zoo. Et quand on leur demande pourquoi ils ont créé ce sanctuaire, voici leur réponse. Moi et Tony, tous les deux travaillé dans un zoo pour plus de 20 ans. Et c'est parce que la loi change vite. De plus en plus, les pays européens interdisent les animaux sauvages dans les cirques. Mais il n'y a pas un sanctuaire en Europe. Donc il y a des sanctuaires en Afrique, Asie et Amérique, mais il n'y avait pas en Europe. Donc c'est pour ça qu'on a commencé une recherche et on a décidé de commencer un sanctuaire ici. Donc vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis. Si on crée de tels sanctuaires, ce n'est pas du tout parce que les animaux sont malheureux dans les cirques ou dans les zoos. C'est bien parce que des associations animalistes font changer les lois et imposent la fermeture de ces structures. Et les structures d'accueil peuvent être une solution parce qu'en fait, dans le modèle économique, ce qui les différencie des zoos, c'est qu'on porte l'animal vraiment au centre du projet. Et si l'animal n'a pas envie de vous voir, il ne vous voit pas. Il a aussi toute une partie privée où si les structures d'accueil sont ouvertes au public, vous pouvez ne pas voir l'animal du tout, s'il n'a pas envie de vous voir. Les gars sont complètement en train de réinventer la notion de zoo. Ils veulent créer des sanctuaires qui vont ressembler à tout point à des zoos. Ils vont même les ouvrir au public apparemment, faire payer une entrée. La seule différence, c'est qu'on ne verra même pas les animaux. C'est génial pour la sensibilisation du public. Et vous n'avez pas non plus de reproduction des animaux, parce que le but, c'est pas de surcharger les structures d'accueil avec des naissances, mais c'est vraiment d'accueillir des animaux qui sont en souffrance. Et pas non plus de conservation, ni de travail de recherche, ni rien du tout dans ces structures-là. C'est vraiment une maison de retraite pour animal, quoi. Alors les animaux vont te remercier. Alors en fait, on enlève tous les aspects positifs des parcs zoologiques, on ne garde que les inconvénients, et on appelle ça un sanctuaire. Et donc il va y avoir des sanctuaires pour les lions, pour les guépards, pour tous ces animaux-là? Ouais, nous on espère. Alors pour être honnête, moi aussi j'espère. Mais comme pour le zoo de Strasbourg, tu as pris des décisions avant même de penser aux conséquences, et c'est à cause de ces décisions qu'on en arrive dans de telles extrémités. On ne sait pas où aller, ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Et encore une fois, on revient toujours à la même question, comment va-t-on financer ces sanctuaires ?
Et en fait, maintenant, on est en train de travailler avec le ministère de l'écologie pour qu'il y ait une enveloppe, une ligne budgétaire définie pour ces animaux. Donc ça, on travaille vraiment avec les pouvoirs publics pour qu'ils prennent aussi leurs responsabilités, parce que c'est aussi leur faute si on a cette captivité. Ils ont ouvert ces structures d'accueil à la base, donné les autorisations. Donc c'est aussi leur responsabilité de pouvoir suivre la vie de ces animaux-là. Et justement, il faut une ligne budgétaire pour pouvoir prendre en charge ces animaux. Bon ben voilà, on y arrive, elle a trouvé la solution, ça va être aux contribuables de payer. Alors actuellement, on a des structures qui s'autosuffisent quasiment, qui génèrent pas mal d'argent avec les entrées, et on décide tout simplement d'annuler tout ça et de faire payer tous les citoyens pour les animaux qui sont en parc zoologique, qui sont dans les cirques, et bientôt les animaux que les particuliers ont pu adopter avant cette loi. Que ce soit la reconversion des humains, parce que ça aussi, il faut le prendre en charge. Eh bien oui, il faut le prendre en charge, hein, comme on l'a vu plus tôt, il s'agit de plusieurs milliers d'emplois, on est déjà dans une période économique qui n'est pas facile, et en plus cette loi rajoute du chômage. C'est désastreux. Est-ce qu'il y a une question qu'on n'aurait pas abordée qui vous semble importante sur ce sujet de la captivité? Oui, les animaux sauvages détenus par les particuliers. Donc c'est les fameux NAC. Les NAC, où là c'est un gros sujet parce que c'est pas que bien-être animal, c'est aussi tout ce qui est lié aux zoonoses, donc les maladies animales transmissibles à l'humain. Donc comme vous le voyez, quand elle parle des nouveaux animaux de compagnie, elle parle bien d'animaux sauvages. À aucun moment elle ne précise que ce sont juste des animaux qui sont considérés légalement comme non domestiques, mais ce sont des espèces qui sont domestiquées depuis plusieurs années, pour certaines même depuis plusieurs décennies. Alors le deuxième point important, c'est qu'elle va nous parler de zoonoses. Alors effectivement, on sait qu'avec les nouveaux animaux de compagnie, ces zoonoses existent, sont présentes, mais elles profitent de cette période de Covid et d'épidémie pour essayer de manipuler les gens davantage en leur faisant peur. Alors pour information, la plupart des zoonoses qui sont potentiellement dangereuses pour l'homme sont développées par des animaux sauvages, en liberté, comme le renard par exemple. Alors je vais vous présenter rapidement les 3 principales zoonoses qui sont potentiellement transmissibles par les NAC. Alors la première, comme le souligne Alexandra Moret, c'est la salmonellose. Elle est potentiellement transmissible par les serpents, mais aussi par les rongeurs, les chiens, les chats, etc. Alors pour information, c'est une maladie qui dans la plupart du temps est bénigne, sauf dans les pays en sous-développement comme l'Afrique par exemple. Techniquement, si on se lave les mains après chaque manipulation, il n'y a vraiment pas de souci. Alors pour être clair, les symptômes, c'est un petit peu une bonne gastro, hein. On va avoir des vomissements, potentiellement des maux de tête, de la diarrhée. Dans la quasi-majorité des cas, ça va guérir spontanément en 4 ou 5 jours seulement. La seconde, on la connaît tous, c'est la gale. Alors effectivement, c'est désagréable, mais ça se traite très facilement. Comme la précédente, beaucoup d'animaux de compagnie la transmettent, notamment le chien, le chat, le cheval, etc. Il n'y a pas de souci, ça fait des décennies qu'on arrive à vivre avec, ça se traite très bien. Et la troisième zoonose la plus répandue s'appelle la campylobactériose. Comme les 2 précédentes, ce n'est pas particulièrement dangereux, c'est simplement désagréable. On va avoir des maux de tête, des vomissements, de la diarrhée pendant quelques jours. Mais généralement, ça se guérit tout seul, il n'y a même pas besoin de médicaments. Vous voyez donc à quel point c'est dangereux pour l'homme. Est-ce que vous pouvez prendre juste un exemple de NAC? De NAC, je vais prendre le serpent. C'est le moins sexy de tous, mais c'est ce qui est pas mal sur le marché en ce moment. Donc là, on a des gros soucis de bien-être animal où finalement on a très peu de données sur ces animaux, sur les serpents. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. Dans les milieux naturels, on sait rien d'eux finalement dans les milieux naturels, ou très peu de choses. Donc je vous mets juste ici un document du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui indique que l'étude des serpents, l'herpétologie, aurait débuté en 1800 en France. Alors si on n'y connaît rien, excusez-moi, mais ça fait plus de 200 ans du coup qu'on étudie les serpents et Alexandra Moret nous dit qu'on n'y connaît rien. Et voici, selon Wikipédia, la date d'apparition de la terrariophilie dans le monde. Donc la deuxième moitié du XXe siècle, ça fait à peu près 1950, donc ça veut dire que ça fait 70 ans qu'on maintient des serpents ou des lézards en captivité. Et elle ose nous dire qu'on n'a pas suffisamment de recul. Par contre, c'est des animaux qu'on peut retrouver à 20 € dans une animalerie, à la portée de tous. Alors on peut avoir des serpents à moins de 20 € en animalerie selon Alexandra Moret. Alors effectivement, pour avoir fait pas mal d'expositions, il arrive parfois qu'on trouve du serpent des blés à une vingtaine d'euros. Mais en animalerie, c'est tout simplement impossible. Je me suis simplement rendu sur le site de Reptilis, le plus gros élevage de serpents en France, et voici le premier prix. 45 €.
Mais nous, terrariophiles, on ne réagit pas comme code animal, et avant d'accueillir un serpent, on va avoir la bonne idée d'acheter tout le matériel nécessaire. Donc voici pour information un kit premier prix permettant de maintenir ce serpent. Il y en a seulement pour 190 €. Donc le serpent plus son habitat, au minimum, on est à 250 €. Donc il faut arrêter de dire des conneries. Que vous pouvez avoir dans un terrarium, alors qu'on sait par exemple que les serpents ont le... Alors ça s'appelle Transparent Boundaries Syndrome. Donc c'est le syndrome des vitres où le serpent va se cogner en fait sur la vitre parce qu'il n'arrive pas à se représenter la vitre dans son cerveau. Donc il va se cogner jusqu'à se faire mal. J'ai une question pour tous ceux qui maintiennent des serpents. Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois un serpent qui s'est cogné dans les vitres tellement fort et tellement longtemps qu'il s'en est fait mal? Alors moi personnellement, j'ai maintenu des serpents pendant une quinzaine d'années, je n'ai jamais vu cette chose arriver. J'ai demandé à des amis éleveurs qui maintiennent encore des serpents et personne n'a jamais eu le cas. Mais quand je dis personne, c'est personne. Alors j'ai fait quelques recherches sur internet. Quand on tape sur Google Transparent Boundaries Symptoms, on ne trouve rien ou pas grand chose. Les seules choses qu'on trouve, c'est des symptômes de burn-out. Mais le burn-out des humains. On ne parle pas de serpent. J'ai donc fait la même recherche en tapant le mot serpent ou snake avec, et on ne trouve toujours rien. Que des articles sur le bien-être humain et la charge mentale. Alexandra, encore une fois, tu n'y es pas du tout. Tu inventes des mots, tu inventes des termes, tu t'inventes une vie tout court. Donc ça, c'est des choses en fait qui sont en train d'être étudiées par les scientifiques. Et donc on sait très peu de choses, mais finalement c'est une espèce, enfin en tout cas un groupe d'animaux qui est très présent sur le marché et qui est aussi potentiellement a des pathologies sur lui, par exemple la salmonelle. Tous les serpents peuvent être porteurs de salmonelle. Donc ça, c'est une zoonose qui est potentiellement mortelle chez les humains. Alors comme je viens de le dire il y a quelques minutes seulement, les salmonelloses qui sont transmises par les animaux ne sont pas mortelles. Les salmonelloses potentiellement mortelles pour l'homme sont transmissibles uniquement d'homme à homme par le biais d'une eau souillée. Et on a aussi tout le problème du trafic derrière les serpents, où c'est pas un animal charismatique, donc du coup c'est pas un animal qui est protégé au niveau international. Les animaux charismatiques, c'est les lions. Oui, voilà, c'est ça. C'est ceux qui sont sur les affiches des zoos, par exemple. Donc c'est jamais le cas d'un serpent. Bon, moi des affiches de zoo avec des reptiles, eh bien j'en trouve. Donc en fait, on n'a pas de suivi et c'est un peu la foire au commerce illégal. Il y a des espèces, par exemple, qui sont protégées. Par exemple, tous les reptiles en Australie sont protégés. Vous n'avez pas le droit de les exporter. Par contre, sur le marché français et européen, vous avez masse d'espèces provenant d'Australie. Alors encore une fois, il y a erreur parce que la CITES protège le commerce des animaux. Et comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo, les parcs zoologiques arrivent tout à fait à reproduire des reptiles, même s'ils ne le font pas énormément. Et tous les individus qui ne viennent pas de parcs zoologiques viennent directement d'éleveurs professionnels. Concernant tous les reptiles australiens, il y a deux explications en fait. La première, c'est simplement parce que ça fait des décennies qu'on reproduit ces reptiles en captivité, donc ils n'ont pas besoin de venir directement d'Australie. Et il faut savoir que l'Australie accorde certains permis d'exportation de ces animaux, des permis qui sont en quantité très limitée, et pour lesquels les démarches administratives sont très importantes. Donc voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, mais ils sont là. Alors si en réalité, si tu aurais bien mené l'enquête, Alexandra, tu aurais pu savoir qu'il y avait des studbooks dans tous les zoos. Alors un studbook, c'est simplement un petit carnet, un petit peu comme un passeport, chaque animal en a un, et sur celui-ci figure l'origine de l'animal, qu'il soit d'un parc zoologique. Dans ce cas-là, il y aura forcément le nom du parc zoologique ou les différents noms des différents parcs zoologiques qu'il aura pu faire durant sa vie. Soit il y aura indiqué non connu, ce qui veut dire dans la plupart des cas qu'il s'agit d'un animal qui est né dans un centre d'élevage professionnel, mais qui n'est pas assujetti à la réglementation des parcs zoologiques, où c'est indiqué qu'il est né dans la nature. Même si cette notion d'animaux nés dans la nature n'est vraiment pas fréquente en parc zoologique, elle existe tout de même dans de très rares cas, notamment pour tout ce qui est poissons qui auraient été pêchés dans la mer, comme la raimanta par exemple, qui est dans le parc de Nausicaa. Et c'est quelque chose qui doit être vraiment pointé du doigt, remis en question et travaillé par les pouvoirs publics, parce que je ne serais pas étonnée, par exemple, que la prochaine pandémie soit en Europe, quoi. Parce que c'est probable, vraiment. Bon là franchement j'ai une grosse interrogation, c'est je me demande où est-ce qu'elle était en 2020, parce qu'apparemment elle n'est pas du tout consciente qu'il y a eu une pandémie en Europe en 2020. Donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui lui parle du Covid,
Bon, sinon, blague à part, vous voyez bien que encore une fois, elle appuie absolument sur l'aspect pandémique, l'aspect danger. Elle essaye de faire paniquer un maximum de personnes. Toutes les personnes qui ne sont pas au courant de la situation, qui ne connaissent pas leurs animaux, les dangers qu'ils représentent, eh bien, ils vont simplement paniquer en entendant ça. Surtout quand on voit ce qu'on a vécu depuis 1 an, les confinements, etc., les gens vont forcément avoir peur et prendre parti pour cette cause animale qui en réalité n'en est pas une. Je le rappelle, il s'agit simplement de la lubie d'une association de 19 personnes, donc c'est vraiment très important de le souligner, ils ne connaissent rien à leur sujet, ils sont très peu nombreux, ils ont fait partie de la commission faune sauvage, ils auraient dû enquêter sur le sujet, ils auraient dû mesurer les impacts. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été fait du tout. Ils ne savent pas ce que vont devenir les animaux, ce que vont devenir les salariés. La seule véritable solution qu'ils proposent, c'est de créer une nouvelle ligne budgétaire afin que ce soit le contribuable qui paye les pots cassés. Je rappelle, les seuls responsables de la situation qui va se produire d'ici 1 ou 2 ans, c'est Code Animal et toutes les associations extrémistes animalistes. Comme on l'a vu, ils veulent absolument interdire la captivité des animaux sauvages. Au fond, je veux bien comprendre leur ressenti, mais il faut trouver de réelles solutions. À titre d'exemple, au lieu d'interdire complètement les spectacles de cirque dans 7 ans, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû dire on va arrêter les nouveaux achats et la reproduction de ces animaux. On va laisser ceux qui sont en captivité terminer leur carrière dans les cirques et vivre la meilleure vie qu'ils pourront vivre. À la place de ça, on interdit les spectacles. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être simplement l'euthanasie pour la majorité des animaux, comme le dauphin du parc Astérix il y a très peu de temps encore. On l'a vu ensemble durant ces 2 dernières vidéos, c'est complètement impossible de créer des sanctuaires pour des milliers, voire des millions d'animaux. Ce n'est pas finançable, ce n'est pas viable à long terme, on ne pourra pas former les personnes nécessaires. On est dans une impasse la plus totale. C'est sur ces mots que je vais terminer cette vidéo et je vais vous demander à tous absolument d'essayer d'écrire un petit courrier à vos députés. Ce sont les seuls qui peuvent encore faire pencher la balance. Il faut absolument que l'ensemble des députés comprennent que cette loi était une erreur, mais qu'il est encore temps de réparer les choses, que les listes positives ne doivent pas être rédigées par Code Animal ou les associations animalistes extrémistes. Il est important de réunir une commission mixte paritaire afin d'équilibrer les choses et de proposer le mieux pour nos animaux. Comme on l'a vu, on n'est pas du tout extrémiste, on sait très bien que pour élever un cobra, il va falloir un certificat de capacité et qu'il faut des compétences particulières. On sait très bien aussi qu'on ne va pas aller chercher un dragon de Komodo pour le mettre dans son salon. On n'est pas bête. Nous ne sommes fondamentalement pas contre le durcissement des lois, on l'a vu avec la loi de 2018. On s'est tous pliés au puçage IFAP. La seule chose qu'on demande, c'est de pouvoir continuer à vivre avec nos animaux qu'on aime, nos animaux qui nous passionnent, nos animaux qui représentent une très grande partie de notre vie à chacun. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons élevages et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.